Dans votre scénario, vous modélisez combien une inflation à combien? Je peux le dévoiler, hier on a préparé un peu votre Oui. interview, vous me disiez 5%. Allez, Oui. c'est toujours le cas? Pas Toujours. plus, même avec ce qui s'est passé ce matin et Ça peut être la plus, riposte iranienne? Oui, c'est ça, mais c'est un minimum. En fait. 5, c'est mon scénario central. Ok, pour Voilà. 2026. Alors, j'inclus effectivement quand même le risque de... Alors, maintenant, c'est même plus un risque, c'est une quasi-certitude qu'on va aller dans une récession noire. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, dans votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et vous la restituer, vous l'expliquer pour que vous puissiez vous l'accaparer et en traduire, et la traduire en stratégie d'investissement ou de trading ou tout simplement comprendre un monde qui file à 1000 à l'heure. Et pour ce faire, pour continuer dans cet esprit, j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau de TV Finance Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci Philippe d'avoir accepté notre invitation. Philippe Béchat, vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora, avec nous pour décrypter l'actualité avant de parler de géopolitique. On va parler politique monétaire, puisque la Fed a rendu sa décision de politique monétaire hier soir. Comme tout le monde s'attendait, comme les marchés s'y attendaient, le statu quo est de rigueur. Est-ce que l'immobilisme de la Réserve fédérale est une bonne stratégie selon vous? Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, on ne voit pas quel aurait pu être le message face à un chaos géopolitique international. Chaque jour qui passe apporte son lot de mauvaises surprises. Ces mauvaises surprises, ça impacte directement les coûts énergétiques. Que l'on mesure déjà, c'est que pour les 2-3 prochains mois, on va avoir des prix pétroliers, or gaziers, on va en reparler dans quelques instants, je pense, qui vont demeurer très, très élevés. Donc le mieux qu'aurait pu dire Jérôme Powell hier, c'est que, à son avis, le conflit ne va pas s'éterniser, ça pourrait être une inflation transitoire. Bon, il a bien fait de ne pas le dire, parce que depuis la nuit dernière, on est absolument certain qu'elle ne sera pas transitoire. Alors, vous faites référence, effectivement, bombardement dans un premier temps par des missiles israélo-américains du champ gazier de South Pars. Il y a eu une réplique, iranienne. L'Iran a répliqué en envoyant ses propres missiles sur la partie qatari, puisque je le rappelle que c'est un champ gazier qui est partagé à la fois par l'Iran et à la fois par le Qatar. Résultat, ce matin, le prix de la référence du gaz européen, le TTF néerlandais, prenait un peu moins de 25% à 67,85 € après avoir grimpé jusqu'à 35%. Ce que vous nous dites, en gros, le message que vous nous dites, alors effectivement, les communiqués disent que le site est très endommagé. En gros, il va falloir plusieurs années pour le reconstruire. Oui, c'est ça. Absolument. Les Américains redoutaient une mauvaise initiative de la part de l'Iran sur justement les installations qataries. Non, finalement, c'est Israël qui a frappé. C'est venu de leur allié. Voilà, c'est leur allié qui a frappé et cet allié avait été prié de ne pas le faire. Donc on peut imaginer que cet allié répond pas de façon très coopérative aux injonctions américaines et que tout ce qui se fait depuis le 28 février dernier ne va que dans le sens d'envenimer les choses et de rajouter du chaos au chaos. Eh bien, cette fois-ci, nous l'avons. Et il n'y a pas que le gaz qui... Alors aujourd'hui, on parle du gaz parce qu'effectivement, c'est l'actualité énergétique ce matin. Il y a un autre prix qui est intéressant à analyser, c'est le prix du baril de pétrole à Dubaï et à Oman, qui a atteint les 155 $. Oui, c'était déjà le cas hier, avant avant la riposte iranienne. Mais on a un découplage effectivement des prix. Les Émirats ont évidemment les plus grandes difficultés à exporter leur pétrole. Il n'y a malheureusement pas de pipeline, d'oléoduc suffisamment significatif pour rediriger ça vers, par exemple, Mascate, et donc le sultanat d'Oman, et échapper aux frappes directes iraniennes. Le prix du pétrole est également en très très forte hausse sur les places asiatiques parce que sans gaz, le substitut numéro 1, ce sera le pétrole, pas trop le choix. Et pour des pays comme l'Inde et l'Indonésie, le substitut va être le charbon. Voilà.
C'est assez facile à mettre en œuvre. Ça ne sera pas très très bon pour la planète. Mais là, comme on dit, vraiment pas le choix. Voilà. Donc là, au niveau consommation de charbon, si on estime que 20% du gaz manque à l'échelle mondiale, on risque d'avoir une hausse de 25-30% des émissions de gaz à effet de serre. enfin, de gaz, enfin non, le, la combustion du charbon va représenter plusieurs années de pollution de l'ensemble du parc automobile français, voire européen. Voilà, heureusement, on a les aides-feux. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a d'autres discours. Bon, c'est pas le sujet de votre interview, mais d'autres disent qu'au contraire, peut-être que cette guerre peut accélérer la transition énergétique. A priori, c'est pas la direction que c'est en train de prendre. L'électricité, elle est produite en partie au gaz. Son prix est calculé sur le prix du gaz. C'est une catastrophe. L'équivalent, l'équivalent mégawattheure produit au gaz, donc on était à 70 euros cette nuit. Ça va faire exploser les coûts de production de l'industrie, notamment pétrochimique, mais également faire exploser la facture d'électricité. Autrement dit, recharger son véhicule avec une électricité qui va prendre encore je ne sais pas combien. Enfin, en tout cas, si le gaz reste cette référence, pour l'Europe, c'est une catastrophe absolue. C'est une catastrophe absolue. Il y a un autre pays pour lequel c'est une catastrophe absolue aussi, c'est le Qatar, qui ne peut plus exporter son gaz naturel liquéfié, donc il va faire des choses, n'a pas de levier, d'autres leviers pour assurer sa croissance. Le Qatar, c'est effectivement le pays qui subit la triple peine. Alors, 1, donc plus de gaz. 2, le hub de Doha, Qatar Airways, le deuxième hub mondial après Dubaï. Donc là, c'est terminé pour je ne sais pas combien de semaines ou de mois. Le Qatar ne propose pas, si j'ose dire, des attractions touristiques comme le pouvait Abu Dhabi et Dubaï. Aujourd'hui, il y a un nouveau concurrent justement pour le tourisme de luxe, c'est l'Arabie Saoudite. Voilà. Et elle n'est pas touchée, contrairement aux Émirats. Enfin, beaucoup moins. Le Qatar, c'est pas que le gaz pour faire de l'électricité, le GNL, c'est aussi de l'hélium. C'est le deuxième exportateur d'hélium après les États-Unis. Donc voilà, on risque également de manquer d'hélium. Et puis, pour moi, la conséquence peut-être la plus dommageable, c'est la production d'engrais. Puisque là, l'engrais étant un dérivé du gaz, les fameux engrais azotés, d'abord de l'ammoniac, ensuite on fabrique le fameux ANFO, ces petites granules qu'on répand dans les champs. S'il en manque 25 ou 30%, vous pouvez imaginer que les prix alimentaires dans le monde vont progresser dans les mêmes proportions. Alors, en attendant qu'un producteur ou plusieurs producteurs accélèrent la cadence, mais là, tout de suite, pour les plantations et les récoltes entre mai et juillet, il va manquer de l'engrais, donc les rendements vont chuter, donc le prix va augmenter. Et pour des pays comme nous qui avons les moyens, malgré tout, d'acheter de l'engrais à prix exorbitant, ça se retrouvera de toute façon dans le coût de production. Donc que la céréale augmente parce qu'elle est rare ou que le prix soit beaucoup plus élevé parce que le coût de production a été plus élevé, de toute façon, ça va se rajouter à l'inflation. Donc, essence, gaz industriel, l'hélium, sans lequel on ne peut pas fabriquer des semi-conducteurs. Il faut des gaz neutres pour les produire. Plus l'alimentation, je me demande où se situera l'inflation d'ici le mois de juin. Ce n'est pas les seuls facteurs qui vont très certainement pousser l'inflation à la hausse. On a donc compris que les supertankers, les cargos étaient déroutés par le cap de Bonne-Espérance, donc la pointe sud de l'Afrique. Ça rajoute une quinzaine de jours, je crois, à peu près 3 semaines de temps de trajet. Ça équivaut à plus de $500 000 de frais supplémentaires. Donc, c'est également des hausses de coûts qui vont se retrouver dans les prix de vente. Oui, il y a effectivement la hausse du coût du fret maritime. Pour les avions cargo venant d'Asie,
il faisait souvent escale par Dubaï ou par Doha. Donc maintenant, il faut qu'ils fassent des vols directs. Ah oui, mais comme ils ne peuvent pas survoler la Russie ni l'Ukraine, il faut donc maintenant un vol qui durait 9 heures en dure 12. Donc il faut compter 30% de kérosène en plus. Et effectivement, les bateaux sont déroutés. D'abord, ils sortent plus du détroit d'Ormuz, on va dire, pour ceux qui ne sont pas autorisés par l'Iran. Ils ne rentrent plus maintenant par Bab el-Mandeb dans la mer Rouge. C'est bloqué là, du coup. Ah ben, la peur que les Houthis tirent un missile, est présente, même si je rappelle qu'on a une base française à Djibouti, et même l'Union européenne a lancé depuis février 2024, je crois, une opération de sécurisation de ce détroit. Les flux passent encore, peut-être. Oui, mais vous allez voir que à la moindre menace outil, la menace, c'est même pas la peine, ils n'ont même pas besoin de mettre une mine ou d'envoyer un bateau suicide ou télécommandé péter un pétrolier. Il suffit qu'ils disent nous avons décidé de nous joindre à l'effort de guerre iranien et c'est terminé. Il n'y a plus rien qui passe par la mer Rouge. Donc, effectivement, les coûts de transport augmentent, ou alors les bateaux veulent se risquer, mais ils ne sont pas assurés. Ou alors avec des primes exorbitantes. Donc, autrement dit, si vous ne faites pas le tour de l'Afrique, de toute façon, votre coût d'assurance va représenter l'équivalent du surcoût de gasoil pour faire 10 000 km de plus. Oui, c'est ça. Les assureurs britanniques, puisque c'est la Lloyd's qui a été contactée par les autorités américaines pour voir s'ils pouvaient garantir, assurer ces transports, ont expliqué très clairement que, de toute façon, ce qu'il fallait garantir, c'était la vie humaine, la vie des équipages, et que ça, ils ne le feraient pas. Donc, absolument. Absolument. Même si on arrivait en payant une prime astronomique, 5% du prix de la cargaison, par exemple, c'est-à-dire 20 fois le tarif habituel, de toute façon, l'équipage ne serait pas assuré. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait payer les équipages des fortunes pour qu'ils fassent les kamikazes quelque part, en espérant qu'il ne va pas tomber un missile sur le poste de commande du bateau. Sur le poste de commande du bateau. Donc, dans cet environnement, donc on l'a bien compris, votre scénario, c'est quasiment une hyperinflation. Pourquoi d'ici les prochaines semaines, en gros, et pendant 2-3 ans, du coup. De toute façon, qu'il y ait ou pas hyperinflation, ce qui est important, c'est ce que le marché va anticiper. Et le marché va prendre le worst case scénario. Le pire pour nos amis francophones. Donc, c'est l'addition d'une hausse du pétrole durable au-delà de $100. C'est un gaz qui va peut-être tripler, des engrais qui vont prendre 30-40%, c'est même plus aujourd'hui, mais je dis, il y a certainement des possibilités que la Russie en produisent, et les États-Unis aussi, ils ont des capacités. Voilà. La Chine, par contre, je rappelle, a interdit les exportations d'engrais. Donc ça va évidemment avoir un impact immédiat. Donc on va avoir une poussée d'inflation. Après, on verra si d'ici l'automne, on a été capable de combler le vide laissé par le Qatar, l'Irak, le Koweït. Il y a des pays, il y a l'Afrique du Nord, il y a certains pays d'Afrique de l'Ouest, il y a l'Australie qui est un grand pourvoyeur de gaz aussi. Alors l'Afrique du Nord, surtout l'Algérie, alors eux, ils peuvent produire de l'hélium. Les engrais, c'est pas trop leur spécialité. Voilà. Mais bon, il y a certainement moyen, comme on dit, de pallier. Voilà, de créer des capacités. Donc le vrai problème, c'est que si les dégâts sur les exploitations de South Pars s'avèrent importantes, c'est 2 ans avant qu'on retrouve une production mondiale de gaz normale. Et c'est ce qui semble être le cas. Et l'Europe, bien sûr, a annoncé qu'elle refusait absolument d'envisager que du gaz puisse lui être livré via Nord Stream, puisque nous, on veut couler jusqu'au bout. Quel doit être le rôle des banques centrales dans ce scénario inflationniste ? Mais là, c'est un cas de figure qui est bien pire que l'offensive russe de mars 2022. Parce que là, il y a une vraie disruption.
Hein. Bon, après ça, c'est vrai qu'il y a eu Nord Stream saboté, mais on avait déjà décidé de plus importer ou de moins importer de gaz russe. Le gaz russe était redirigé vers la Chine. Bon, voilà, ils avaient changé de client, mais la quantité de gaz disponible était la même. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si des frappes non souhaitées par les États-Unis maintenant atteignent des installations portuaires pétrolières, des raffineries, on va avoir une disruption également du pétrole. Pour l'instant, cette disruption, elle n'est liée qu'au fait que tous les bateaux, tous les pétroliers ne peuvent pas franchir Hormuz. Demain, si des installations pétrolières sont touchées, c'est plus une question que le détroit d'Hormuz est tout non fermé. C'est que de toute façon, il n'y a plus de pétrole à faire passer par Hormuz. Voilà où on en est. Ce qui semble être le cas. Ce matin, on apprend encore que ce sont des installations pétrolières irakiennes qui sont bombardées. Elles l'ont déjà été, oui. Elles le sont, ouais, c'est ça. De nouveau ce matin, ça continue. Donc en fait, en réalité, on se dirige vers ce scénario-là. Oui. Alors, il faut pas oublier qu'il y a toujours il y a un vieux contentieux entre l'Iran et l'Irak, quand même, 8 ans de guerre, 80-88. Ça a laissé quelques traces. C'est sûr que les Iraniens ne vont pas faire de cadeaux aux Irakiens qui hébergent des bases américaines. Donc là... L'Arabie Saoudite, on l'apprend il y a 5 minutes, l'Arabie Saoudite annonce qu'un drone a touché la raffinerie Samref dans la ville portuaire de Yanbu sur la mer Rouge. Bon, ça c'est du pétrole qui va à $120 d'ici la fin de la semaine. Hein. Oui, c'est ça. Il y a un analyste très connu, très respecté et très suivi par la communauté financière qui expliquait que pour chaque jour de blocage supplémentaire, le pétrole pouvait prendre entre 3 et $6 le baril par jour. C'est un scénario que vous C'était le mien. C'était le mien. C'est un scénario que j'ai exposé lors d'une réunion au sein d'Agora avec tous les experts et j'étais celui qui défendait l'idée que chaque jour de conflit supplémentaire était un jour où il ne pouvait y avoir que de mauvaises surprises. Et là, c'est le cas. Hier, le pétrole a pris près de 4%. Ce matin, il en prend plus de 6%. Alors, je suis sur le Brent. Mais en tout cas, voilà, c'est un scénario qui semble se valider. Oui. Et les répercussions, ça va être donc maintenant des hausses de taux. Parce qu'il faut revenir quand même à votre question initiale, c'était qu'est-ce que vont faire les banques centrales ? Parce que justement, Philippe, 8,5%, 8,6% le Brent prend par rapport à son cours d'hier, $116 là, le baril à l'instant. Donc les banques centrales, justement, elles devraient relever leur taux. Il sera à 120, il sera à 120 ce week-end, il sera peut-être à 150 dans une semaine. C'est un objectif que certains économistes ont en tête, les $150. Et je rappelle que par rapport à 2008, où on était monté à 145, 150, compte tenu de l'inflation, aujourd'hui, on est encore très en dessous des niveaux qu'on avait atteints en 2008. C'est-à-dire que dans votre scénario, vous modélisez combien une inflation à combien ? Je peux le dévoiler, hier on a préparé un peu votre interview, vous me disiez 5%. Oui. C'est toujours le cas ? Toujours. Pas plus, même avec ce qui s'est passé ce matin et ça peut être plus. Oui, c'est ça, mais minimum, 5, c'est mon scénario central. Ok, pour 2026. Voilà. Alors, j'inclus effectivement quand même le risque de... Alors, maintenant, c'est même plus un risque, c'est une quasi-certitude qu'on va aller dans une récession noire en Europe et probablement aux États-Unis. Donc une récession, c'est déflationniste. Ça, on le sait. Il y aura donc moins de demandes de pétrole, etc. Mais s'il manque 20% des capacités et que la demande baisse de 5%, ça ne le fait pas. Il y aura toujours un manque. Certains économistes disent que un pétrole à 150, $170, en fait, ça aura un effet sur la demande. Et donc, par la force des choses, peut-être que ça freinera l'inflation. C'est ce que je dis. Ouais. C'est ça. Mais plus naturellement, on risque effectivement la récession. Et avec l'inflation, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, les taux augmentent déjà. Moi, je pronostique également que, sauf intervention coordonnée des banques centrales, dans les jours qui viennent, et peut-être qu'ils vont se réunir ce week-end, si vraiment l'embrasement du Golfe Persique nous promet des lendemains catastrophiques au niveau de l'inflation, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils sont vigilants et qu'ils feront le nécessaire pour éviter une récession. Ils éviteront pas l'inflation, ils le savent. Mais comment ils peuvent faire le nécessaire, sachant qu'ils sont tous à leur taux neutre, là ? Ils ont tout de coussins. Quand on est dans une situation de catastrophe et d'urgence absolue, c'était le cas en 2008, même s'il y avait eu 6% d'inflation en 2008, on aurait injecté des kilotonnes de dollars et d'euros. Il y a un moment, c'est une question de priorité. Donc la priorité, là, c'est d'éviter une
forte récession mondiale. Donc l'idée, c'est que on essaie de dire au marché, bon, vous inquiétez pas trop quand même, l'inflation, ça sera un souci secondaire. Notre priorité, ça reste effectivement d'éviter la récession. Mais dans un premier temps, là, les taux vont monter. Et si on passe, par exemple, les 4,30 sur le 10 ans américain. 10 ans américain, si on repasse les 3% sur le 10 ans allemand, pour reprendre les deux principales références sur deux continents différents. Qu'est-ce que ça veut dire un Bund à 3% et une OAT à 3,60, 3,65 ? Ça veut dire que du jour au lendemain, il n'y a plus un dossier de prêt immobilier qui passe. Oui, c'est ça l'impact sur les prix de l'immobilier. Alors on sait que le taux d'emprunt immobilier est calculé à partir de l'OAT 10 ans en France. C'est la mauvaise nouvelle. C'est le 30 ans. C'est le 30, ouais. Donc le 30 ans, c'est la référence, c'est 5. C'est très simple. 5, et donc 5, mais ça, ça va gripper le marché immobilier. Il n'avait peut-être pas besoin de ça. Il était en plein recouvrement. Il ressortait un peu la tête de l'eau. Oui, il ressortait la tête de l'eau, mais enfin, il y avait encore besoin du gilet de sauvetage. Hein. Voilà. Donc en tout cas, vous prédisez donc des lendemains noirs également pour le marché immobilier. Mais c'est évident. Inévitable, sauf si d'un seul coup, on a un gouvernement en France qui se dit « Ah ben c'est le dernier levier sur lequel on est complètement souverain, on peut décider de soutenir l'immobilier délibérément, et avec une excellente raison, c'est qu'il y a des besoins énormes. Il manque 4 millions de logements. Bon, alors là, ça peut être une décision politique. Donc du coup, on fait des prêts à taux zéro, donc on s'en fout à ce moment-là que les taux immobiliers soient mécaniquement à 4,50, 4,80 sur 20 ans. Voilà, ça peut être une décision politique. Et ça nous sauve un peu. Et vous pensez qu'une décision politique de cette ampleur puisse être prise à un an des élections présidentielles ? Elle ne le sera pas, parce qu'on connaît la version viscérale du gouvernement pour l'immobilier, qui est la pantoufle dorée des rentiers. Enfin, vous connaissez l'image, voilà. Donc, on ne veut pas d'argent qui dort dans l'immobilier. La France qui lance la construction d'un 3e porte-avions, le France Libre, hein, c'est ça, 12 milliards annoncés, 10 milliards annoncés, 12 milliards en réalité. C'était le moment ? C'est une annonce. C'est une annonce. Le prochain gouvernement pourra décider que ça n'a aucun sens de lancer un porte-avions en 2038. C'est ça. Bon. D'ici 2038, peut-être que il n'y aura plus aucun porte-avions dans aucune marine, il n'y aura plus que des porte-drones. Mais moi, je vous fais le pari. Je crois qu'il y a des pistes pour le lancement des drones sur ce porte-avions prévu. Oui, mais c'est pas la peine d'avoir un gros machin comme ça. C'est pas la peine d'avoir un truc qui fait 310 mètres de long, 45 mètres de large et 80 000 tonnes. Il vaut mieux plein de petites unités, pas chères à produire, parce qu'on peut les produire en série, donc ça coûte beaucoup moins cher, et sur lequel on peut installer des rampes de lancement de petits drones qui coûtent 10 000 ou 15 000 euros. Clair. Écoutez, Philippe, un dernier mot sur un autre sujet. La Chine qui a engagé des restrictions sur donc les engrais de terre rare, vous nous l'avez dit. Le pendant, au-delà de l'inflation pour le consommateur, c'est, et on l'a tout entendu d'ailleurs, c'est une nouvelle assez importante qui est passée un peu sous les radars, c'est de dire que les stocks de missiles américains, ils sont vides. Et je pense qu'ils s'en gardent un petit peu. Ouais, ils vont pas dévoiler exactement tout ce qu'ils ont, parce que s'ils le dévoilaient, immédiatement leur allié leur demanderait de leur fournir tout ce qu'il faut. En fait, c'est deux alliés, c'est Israël et c'est l'Ukraine. Donc, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à dire exactement où ils en sont. Par contre, ce qui est certain, c'est que tout ce qui a déjà été tiré, et d'après les calculs, il a déjà été tiré pour plus de 10 milliards de missiles, de THAAD, de Patriotes, etc. Sans les terres rares chinoises, et s'ils mettent là-dessus une restriction, parce qu'ils considèrent que la situation dans laquelle on est, les Américains en sont responsables, ils vont peut-être se dire que ce n'est pas une bonne idée de leur fournir des terres rares qui vont leur permettre de construire de nouveaux missiles pour continuer d'allumer des guerres à peu près partout sur la planète. Voilà. Très clair, d'autant plus que les stocks de terres rares des États-Unis sont proches de zéro.
Ils sont très proches de zéro et les capacités de raffinage, pour l'instant, sont quasiment inexistantes. Elles sont bien sûr budgétées, le principe de leur construction est bien sûr validé, mais elles ne sont pas opérantes. Elles ne seront pas avant 2030. Oui, donc d'ici 2030, la Chine, là, détient absolument les clés du renouvellement de l'arsenal américain. Avec tout ce que vous nous avez dit, donc votre discours est empreint d'un certain alarmisme, d'une certaine façon. Dans ce contexte que vous venez de dépeindre, Philippe, quel conseil vous donneriez aux investisseurs là, de sortir de la bourse, prendre du recul et regarder où ça va, où on passe vendeur dans votre scénario? Là, la bourse voit une guerre, perd 5%. Et semble valider tous les scénarios roses. La guerre va durer 3 jours, la guerre va durer 1 semaine. Bon, allez, au bout de 15 jours, les Iraniens n'ont plus les moyens de riposter, donc ça va s'arrêter. Et puis, ça ne s'arrête pas. Et les marchés, en plus de ça, n'ont pas du tout pricé l'hypothèse d'une récession. Mais pas du tout. JP Morgan, hier, publie un papier avec un risque de récession à 50%. C'était avant le bombardement israélien sur les installations iraniennes et avant la riposte iranienne. Donc là, en l'espace d'une nuit, l'hypothèse de récession, elle n'est pas passée de 50 à 52%. Elle est passée de 52 à 66%. À mon avis, on va voir, mais je pense que c'est ça. Et pour l'instant, Wall Street, d'après ce que j'ai pu lire comme papier, price, un risque de récession, c'était hier à 31%. Ouais, 35 HSBC, ouais. HSBC, maintenant c'est 35. En une nuit, je pense qu'il faut doubler les anticipations. Donc Wall Street est en lévitation. Wall Street est dans un rêve bleu où le conflit s'arrête, où les installations gazières et pétrolières n'ont pas été touchées. Un monde merveilleux où la Chine continue de livrer de l'engrais à tous les pays qui en ont besoin, ou des terres rares aux États-Unis, mais le monde vient de changer complètement. Et je me demande d'ailleurs si le changement n'était pas le but de la guerre, justement. Le changement, c'est la Chine qui en tord profit, puisque finalement, elle arrive quand même à détourner le pétrole iranien, à le payer en yuan, je crois. Elle le fait bien volontiers. Elle n'a même pas besoin de le payer, d'ailleurs, puisqu'en fait, c'est du troc entre... C'est ça, 1,6 million de barils par jour sont envoyés en Chine actuellement. Voilà. Et c'est depuis longtemps du troc, puisque quand moi j'étais en Iran il y a 7 ou 8 ans, bon, quand vous voyez les voitures, quand vous voyez tout ce qu'il y a comme matériel, écran de télé, téléphone portable, tout est chinois. En Iran, tout, absolument tout. Donc c'est du pétrole contre tout ce qu'on trouve en fait dans nos malls occidentaux. Et il y a le pétrole iranien. Voilà. Et je signale d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas visité Téhéran, qu'il y a un mall. Alors il est un peu moins grand que celui d'Abu Dhabi que j'ai visité au mois de décembre, mais il est très important et vous ne trouvez pratiquement que des produits chinois. C'est ça, la Chine qui est en train d'architecter un réseau parallèle remarquablement efficace. Paiement en yens, société écran, Transvision, Kong, Dubaï, CIPS, l'alternative au réseau SWIFT. C'est ça, l'Iran qui monétise son pétrole sans toucher $1. Ouais. C'est un nouveau monde, comme vous dites, changement de paradigme. Voilà, donc effectivement, les Chinois, tout comme les Iraniens, on s'en rend compte maintenant, il fallait être un petit peu stupide pour penser que les Iraniens allaient rendre les armes au bout de 3 jours comme l'Irak. Il y avait quand même une coalition en Irak, donc c'était... Il y avait d'autres moyens. Là, il n'y a aucune possibilité de... Il y avait des troupes au sol en Irak aussi. Et voilà, c'est ce que j'ai... Il n'y a aucune possibilité d'imaginer que les Américains ou qu'une coalition, mais il n'y en aura pas, évidemment, puisse aller essayer de s'emparer de la radio-télévision iranienne à Téhéran. Déjà, s'ils arrivent à prendre la petite île là, qui ferme le détroit. Alors, Kark, c'est celle d'où partent les... Voilà. Alors, la prochaine étape du scénario catastrophe, mais je pense que certains ont justement pour but d'aller au scénario catastrophe. C'est Karg, détruire Karg. Donc ça, cette fois-ci, l'Iran n'a plus de gaz, n'a plus de possibilité
n'a plus de capacité pétrolière. L'ennemi, si j'ose dire, est complètement acculé. Et dans l'art de la guerre, Sun Tzu a dit il faut se contenter d'une victoire honorable, car acculer son adversaire le rend extrêmement redoutable et prêt à aller jusqu'à toutes les extrémités. Et donc, si l'Iran n'a plus de gaz, n'a plus de pétrole, n'a plus rien à perdre. Il lui reste ses proxys. Il lui reste ses proxys, mais justement, à droite, à gauche. ces proxys sèmeront le chaos. Mais j'ai peur qu'au début de la guerre, contrairement aux buts qui nous ont été exposés, qui étaient de changer un régime iranien qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui oppresse les femmes. Bon, après ça, faudra aller voir de près le statut des femmes dans d'autres pays de la zone Proche-Orient ou des républiques d'Asie centrale. On verrait si le sort des femmes en Iran ou ailleurs est plus ou moins enviable. Mais ce qui est certain, c'est que le changement de régime, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Plus personne, et surtout pas les Américains. D'ailleurs, ils n'ont jamais dit que c'était leur objectif, de toute façon, le changement de régime. Oui. Mais au départ, c'est ce qu'on nous a vendu. On nous a dit, le régime iranien va tomber, le peuple iranien va se soulever, et on va être débarrassé de méchants mollahs enturbanés. Bon, aujourd'hui, on découvre que le but est peut-être bien au-delà de l'Iran. C'est ça dont j'ai peur. Moi, c'est la thèse que je défends depuis le début, c'est qu'effectivement, c'est un affrontement à distance et par proxy entre la Chine et les États-Unis. Et dans cet affrontement, je pense que c'est la Chine qui est probablement la mieux préparée. En tout cas, c'est elle qui a mis en place tout un maillage de routes commerciales, qui a créé une alternative à SWIFT qui fonctionne sous forme de troc avec de nombreux pays, avec pour les échanges une référence par rapport maintenant à l'or. Ils ont plusieurs métros d'avance. Regardez, maintenant le budget américain de la défense va passer à 1000 milliards de dollars. Et là, j'ai entendu hier Peter Hegseth demander 200 milliards de plus pour la guerre, là. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas terminée. Si on a besoin de 200 milliards, alors qu'on a déjà cramé 25 milliards depuis le 28 février, ça veut dire que cette guerre va durer. Plus elle dure, plus il y aura de dégâts. C'est 1 milliard le coût de la guerre par jour. Oui, c'est ce qu'on veut bien nous dire, mais voilà. Mais du coup, alors justement, vous parlez de la Chine. Je suis désolé, c'était pas prévu. On prend un peu de temps encore, Philippe, si vous êtes d'accord. La Chine, donc vous dites effectivement que potentiellement c'est la grande gagnante de ce conflit. La Chine qui a réouvert récemment un second front autour de Taïwan, puisque dimanche et lundi dernier, Taïwan a fait état de nouveaux aéronefs et navires de guerre qui encerclaient l'île. Est-ce qu'il y a un sujet géopolitique de ce côté-là de la planète ? De toute façon, Taïwan est une province chinoise avec un statut spécial. Voilà. Donc si les Chinois disent demain on rétablit notre souveraineté pleine et entière et avec les règles voulues par Pékin, il n'y a rien à dire du point de vue du droit international. Taïwan n'est pas un pays reconnu. Il l'est par les États-Unis, par 3 ou 4 îles confettis sur lesquelles les Américains ont des bases. Mais Taïwan, tout le monde reconnaît que c'est une province chinoise avec un statut un peu particulier. Donc si les Chinois demain disent bon voilà, maintenant on remet la main sur TSMC parce que c'est ça l'enjeu, c'est ça l'idée. Évidemment. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et en plus de ça, les Américains viennent de déplacer des batteries de missiles de Corée du Sud, du Japon. Ils les rapatrient vers Tel Aviv. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, du coup, les défenses pour Taïwan... Voilà. Et puis TSMC a promis d'investir, je ne sais plus combien, de centaines de milliards pour créer des capacités de production aux États-Unis. Donc, à la limite, si TSMC tient parole, délocalise ses technologies sur le sol américain, du coup, si les Chinois mettent la main sur TSMC, Taïwan, c'est pas bien grave. Il y aura, c'est un petit peu comme Ford Europe par rapport à Ford États-Unis. À partir du moment où on a la technologie, on peut s'accommoder de perdre Taïwan. 165 milliards TSMC a promis d'investir aux États-Unis. Voilà, donc évidemment l'échelle
en centaines de milliards. Exactement, exactement. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. Le mot de la fin peut-être éventuellement. Moi j'ai entendu Trump dire je comprends pas, c'est une promenade de santé, on l'a tout pété chez eux, vous voyez. Les Iraniens là, je sais pas, je comprends pas pourquoi ils continuent de résister. Et il dit je suis en train de disputer une partie d'échecs de haut niveau. Et donc, pour ce spécialiste des échecs, il dit « Je comprends pas, on leur a pris leurs cavaliers, les fous, les 2 tours. Là, ils viennent de sacrifier leur reine avec South Pars. Et puis, ils essayent de nous mettre mat avec un petit pion. » Bah oui, mais le petit pion, c'était justement ça la stratégie, c'est d'aller coincer le roi en case H8. Et là, actuellement, le pion, il est peut-être en G6 ou en G7. Ok, donc le conflit qui est parti pour s'éterniser. Voilà, et avec 2 stratégies différentes, comme je le disais, par référence aux échecs. D'un côté, j'essaie de tout casser, je prends les fous, les tours, etc. Et de l'autre côté, vous avez une stratégie où on pousse ces pions, petit à petit, chaque pion protégeant son voisin, jusqu'à atteindre la ligne 8 chez l'adversaire. Et du coup, on sacrifie effectivement les cavaliers. Si ça fait plaisir à l'autre, pendant ce temps-là, on développe sa stratégie. Et cette stratégie des pions qui avancent, je pense que c'est la stratégie chinoise et iranienne. Eh bien, écoutez, on va suivre tout ça avec un peu de tristesse, mais avec beaucoup d'attention, parce que c'est quand même passionnant de voir le monde qui bouge à cette vitesse et de pouvoir le commenter. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce matin. Philippe Béchat, vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora, avec nous régulièrement sur Téléfinance pour nous éclairer. Je rappelle, Philippe, avant de vous laisser partir, que vous serez également, nous aussi, mais présent au Salon de l'analyse technique le vendredi 27 mars 2026 et je crois de mémoire que l'entrée est gratuite, donc venez tous nous rencontrer, vous rencontrer. Oui, je pense qu'on va se croiser probablement. C'est fort probable. Je crois d'ailleurs qu'on a eu un échange qui est prévu. Oui, un échange. J'espère que j'aurai de meilleures nouvelles, que nous aurons de meilleures nouvelles à commenter. C'est pas ce que vous nous avez annoncé en tout cas. Non, mais en tout cas, le problème c'est que tout ce que j'ai annoncé le 28 février, tout s'est produit malheureusement. Le scénario du pire est celui auquel on assiste, et c'est pas celui, à mon avis, que voulaient les Américains. C'est certain. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt. On marque une courte page de publicité, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.